Bienvenue tout le monde. Nous sommes ravis de passer un peu de temps avec vous ce soir. Comme d'habitude, si vous voulez un certificat, vous prenez un screenshot et vous l'envoyez à staff@frenchteachers.org et Sarah vous enverra un certificat de participation. On aura des documents, tous nos documents, les PowerPoint et d'autres documents qui seront affichés probablement demain. Et la vidéo, on l'aura d'ici lundi. Donc, si vous voulez, si vous devez partir ou autre chose, vous pouvez toujours garder le reste. Donc, moi, je vais commencer. Je vais parler un peu de la géographie. On peut faire tout ce que je vais décrire, on peut le faire pour n'importe quel pays grâce à Google Earth. Mais il me semble que le Québec, c'est le pays qui se porte peut-être mieux que tout autre pays à l'étude de la géographie et comment la géographie a influencé le développement du pays. Donc, on va commencer. Voilà. L'espace géographique, c'est la définition, c'est l'ensemble des lieux et des relations qui s'établissent entre ces lieux. Et un lieu, c'est l'élément de l'espace, c'est des éléments, les lieux sont des éléments qui composent l'espace, comme un moment compose le temps et l'individu, c'est la composante de base de la société. En parlant de géographie, j'adore cette photo. C'est une photo d'errant. Parce que le Québec, à ma connaissance, le Québec, c'est le seul endroit au monde où les terrains sont organisés en rangs. Et la raison pour cela, c'est géographique, parce que quand les premiers habitants sont venus s'implanter, ils ont utilisé les voies, les rivières, les fleuves, le Saint-Laurent et les rivières comme première route. Et donc, les premières terres cultivées, les maisons se trouvaient à côté de l'eau et les terrains s'allongeaient en longueur derrière. Et plus tard, il y avait des routes. Et donc là, vous voyez très clairement la route et des maisons face à face et côte à côte. Et ça permettait aux gens de se rassembler et de vivre près les uns des autres, mais leur champ s'étirait derrière la maison. Et je crois que c'est quelque chose de très, très particulier. Et les gens me regardent comme si je suis folle quand on monte sur un pont ou quelque chose et je le vois. Je dis, il faut s'arrêter, il faut que je prenne une photo. Comment évolue un peuple? Bon, les premiers humains qui arrivent dans un lieu s'adaptent au lieu. Mais plus tard, plus ils ont les moyens, ils adaptent les lieux à leurs besoins. Et ce qui détermine l'organisation de cet espace par la population, c'est d'abord le relief et les limites naturelles. Donc, est-ce que c'est une plaine, la côte, une forêt, autour d'un lac? Plus tard, avec les gouvernements, les limites deviennent administratives. Mais pour les premiers arrivés dans un lieu, c'est le relief surtout, c'est les ressources naturelles. Il faut qu'ils aient de l'eau fraîche et il faut qu'ils aient de quoi manger. Il faut aussi qu'ils calculent les risques. Est-ce qu'il y a des risques de famine, de mauvais temps, d'invasion ou d'attaque? Le climat fait partie de cela, mais le climat peut être un avantage ou un inconvénient. Parce qu'il faut un bon climat, un climat assez doux
pour pouvoir vivre, pour pouvoir survivre et pour pouvoir cultiver de quoi manger. Un climat très rude, ça peut être un inconvénient. Et on voit tout cela dans le développement, dans l'histoire du Québec. Il y a un très joli site du gouvernement québécois qui présente la géographie. Vous avez des cartes, des documents, une bibliothèque, des atlas, une galerie d'images. Vous avez une section sur la cartographie. Et donc, j'ai pris pas mal de mes renseignements ici. Par exemple, si on regarde l'atlas, vous avez des atlas, pas forcément géographiques, mais l'emploi, la biodiversité, les transports, l'état de l'environnement, la santé et les services sociaux. Donc, il y a énormément de renseignements, de documents qui sont liés à la géographie et que vous pouvez trouver sur ce site. Il y a des activités, ils n'ont rien pour le moment, mais des activités à venir. Donc, ça, c'est quelque chose à surveiller. Et vous pouvez faire des explorations à partir de ces ressources du gouvernement québécois. La cartographie, définition, description des cartes, des échelles. Donc, il y a toute une étude qui peut commencer à partir de ce site. Donc, quand on regarde, bon, bien sûr, il y avait les Premières Nations et on peut faire toute une étude de cela, mais quand on regarde les premiers explorateurs européens, j'en ai pris quelques-uns au hasard, bon, Jacques Cartier, Champlain, bien sûr, Nicolas Perrault, La Salle et d'Iberville. Et si vous cliquez là, j'ai mis un lien à une autre page de musée, musée virtuel, un musée canadien de l'histoire. Et donc, c'est un musée virtuel. Et si, bon, il y a plein de renseignements que je ne vais pas discuter maintenant, mais si vous cliquez sur les explorateurs, et si on regarde Jacques Cartier, ce que vous avez, c'est des cartes qui montrent le trajet suivi par Jacques Cartier en 1534. Et vous verrez que la première fois, il a manqué l'entrée au Saint-Laurent. Il est reparti en France. Le deuxième voyage, il a revisité quelques endroits, mais en général, il a suivi la côte nord et un cercle. Et il est arrivé, il est remonté, il est jusqu'au redescendu, si vous voulez regarder la carte, jusqu'aux rapides de la Chine. Et c'est les rapides du Saint-Laurent qui l'ont arrêté et il n'a pas pu avancer. Et donc, pour tous ces explorateurs, vous avez les cartes qui suivent leur route. Et maintenant, dans nos expériences avec l'enseignement virtuel, ce qu'on peut faire, c'est de retracer le chemin de ces voyages par Google Earth. Et avec Google Earth, on peut voir, par exemple, on peut demander aux élèves de repérer les éléments géographiques qui étaient là à l'époque, comme les rivières, comme les chutes, comme les îles, mais aussi de repérer les éléments qui sont les constructions humaines. Ça peut être des phares, des maisons, des installations portuaires, des barrages, des routes, et tout ça, on peut
regarder de très près avec Google Earth, que je vous montrerai un peu plus tard. Si on prend l'exemple de la salle, lui, il est parti du fort Niagara et il est descendu l'Ohio. Ensuite, il est passé par les Grands Lacs et il est descendu jusqu'au golfe du Mexique. Donc, tout cela, ce sont des endroits où ils ont laissé des traces, où ces explorateurs ont laissé des traces. Souvent, il y a des journaux, ils ont laissé où l'explorateur, s'il savait lire, ou sinon le prêtre, tenait un journal des découvertes, des expériences des différents explorateurs. Et c'est une ressource presque inépuisable pour l'étude du français chez nous en Amérique du Nord. D'Iberville, vous savez, d'Iberville, c'est celui qui a fondé la Nouvelle-Orléans. Donc, on a tous ces différents explorateurs. Alors, vous avez, je crois que c'est le père Hennepin qui était soi-disant le premier Européen à voir les chutes de Niagara. Donc, vous avez un texte dans ces récits vraiment, vraiment très, très intéressant où il décrit cette première vue des chutes de Niagara. Surtout par le son. D'abord par le son. Donc, vous entendiez de loin le son des chutes. Et puis, ils arrivent et ils voient ces chutes impressionnantes et magnifiques. Même chose dans ses récits, il décrit une chasse au bison. Et il a participé avec des Amérindiens à une chasse au bison. Et ils ont mis, dans sa description, ils ont mis des bottes de paille en cercle avec une seule ouverture. Et ils ont fait ça autour de bisons. Et puis, ils ont mis le feu. Et quand les bisons voulaient fuir, ils pouvaient en tuer un ou deux, ce dont ils avaient besoin pour se nourrir. Et donc, il était très impressionné par leur capacité de chasser ces énormes animaux pour leurs besoins. Mais il parle déjà aussi de leur tendance à ne tuer que ce qu'ils pouvaient manger. Et donc, ils étaient déjà concernés par la conservation des animaux. Donc, des projets qu'on pourrait faire. Prenez un voyage fait par un des explorateurs et suivez le parcours sur Google Earth. Divisez le trajet en segments que vous pouvez analyser plus en détail. Et AutoCorrect m'a enlevé l'accent. Sur une carte, marquez les différents phénomènes géographiques. Quelle construction de l'homme est-ce que vous repérez? Quand ont été construits ces objets, ces bâtiments? Et pourquoi? Quelle partie de ce trajet peut-on suivre par route aujourd'hui? Et pouvez-vous identifier des indications de la marée dans les images? Et quand vous voyez par Google Earth, vous voyez très clairement les moments où les images ont été prises à marée basse ou à marée haute. C'est pour moi, c'est très intéressant. Enregistrez le voyage et commentez-le. Donc, je vais vous montrer un exemple qu'on peut faire avec Google Earth. Si vous avez Google Earth Pro, qui est gratuit, vous pouvez même enregistrer une vidéo d'un trajet avec commentaires. Donc, ça, c'est très, très intéressant à utiliser avec des élèves. Mais avec le Google Earth normal, vous pouvez quand même créer des cartes
mettez des points, ajoutez des photos, des commentaires, etc. Okay. Voilà, je crois que je l'ai déjà ouvert. Donc, ça, c'est une petite carte que moi j'ai faite du Saint-Laurent. Et donc, vous avez le Saint-Laurent, que j'ai sauvegardé, que je ne veux pas tourner, et j'ai mis des points. Donc, par exemple, le début du Saint-Laurent, là, c'est à la sortie du lac Ontario à Kingston. Donc, ça, c'est considéré le début du Saint-Laurent, qui entre au Québec, ici, et on peut... qui entre au Québec. Voilà, c'est la frontière entre le Québec et l'Ontario. Entrez au Québec. Ici, vous avez le canal et la centrale hydroélectrique de Beauharnois. Encore un site à étudier, même à visiter si vous en avez la chance. Ils ont construit ce canal pour alimenter la centrale, qui, à l'époque de sa construction, était la plus grande centrale hydroélectrique au monde. Et le Saint-Laurent passait à gauche, au nord. Ensuite, vous avez ici, vous avez l'embouchure avec l'Outaouais, donc le plus grand affluent du Saint-Laurent. Les îles de Montréal avec les différentes fleuves. Ici, j'ai signalé, si on peut, les rapides. Ça va prendre un moment. Notre Internet à la maison n'est pas trop rapide, mais ici, vous avez les rapides de la Chine qui existent encore aujourd'hui, que vous pouvez descendre en Zodiac. Mais c'est l'obstacle qui a arrêté Jacques Cartier lors de son voyage jusqu'à ce point-là. Ensuite, vous avez, on monte jusqu'à Trois-Rivières, où vous avez l'embouchure, encore une fois, de la rivière Saint-Maurice, un autre grand affluent du Saint-Laurent. Lors de ma première visite au Québec, en 1993, je crois, on faisait toujours la descente du bois sur le Saint-Maurice. Et j'ai une seule photo d'une baie quelque part avec des billots de bois qu'on a fait descendre jusqu'à Trois-Rivières. Mais c'était déjà vraiment à la fin de cela. Mais Trois-Rivières, on aurait dû être cet été. Si on monte encore un peu, et je vais vous expliquer un peu comment, mais au bout de l'île d'Orléans, donc tout près de Québec, vous avez officiellement le début de l'estuaire du Saint-Laurent. Le fleuve commence au lac Ontario et va jusqu'au bout de l'île d'Orléans. Et là, vous avez le début de l'estuaire. On continue et vous avez l'embouchure du fjord du Saguenay. On peut étudier les fjords. Les fjords, des fois, ce sont des vallées très profondes où l'eau de mer a envahi la vallée. Et c'est le cas en Norvège pour la plupart. Ici, vous avez de l'eau qui sort du lac Saint-Jean par la rivière du Saguenay. Et c'est un fjord parce que c'est une vallée très profonde, mais alimentée par de l'eau douce qui se jette dans le Saint-Laurent, qui à cet endroit-là est déjà assez salé.
pas complètement, mais il y a un contenu en sel plus élevé qu'à Montréal, où c'est un fleuve. Et bon, l'estuaire, le golfe du Saint-Laurent, le commencement officiel, c'est à la pointe des monts. C'est le début du golfe. Donc, on peut faire pour n'importe quel, le chemin du roi, par exemple, pour le tour de la Gaspésie. Vous pouvez faire toutes sortes d'exemples comme cela en regardant. Bon, pour le Saint-Laurent, c'est des endroits géographiques, pas géographiques, mais géologiques plutôt. Mais vous pouvez étudier des villes, une route entre deux villes avec les monuments, les services, les moyens de transport qu'on peut voir sur une carte de Google Earth. Bien sûr, ça c'est la nature sauvage. Donc, si vous allez en détail, ça va peut-être prendre trop longtemps. Vous pouvez quand même apercevoir des maisons et des routes, mais dans les villes, vous avez beaucoup plus de détails et vous avez même la vue de street view, la vue au niveau de la rue. Déjà, vous avez des maisons, des chemins, une route. Donc, ce sont toutes les choses que vous pouvez apercevoir. Maintenant, I think, je reviens. Vous voyez, revenu? Oui. Oui, voilà. Vous pouvez même faire la même chose avec les forts en Nouvelle-France. Donc, je ne vais pas cliquer parce que je ne veux pas changer d'écran tout le temps, mais vous avez sur Wikipédia la liste de tous les forts français établis en Nouvelle-France, et par les Anglais, par les Espagnols, par les Français. Et donc, vous pouvez étudier la date de leur fondation, si cela existe encore, s'il y a des vestiges, s'il y a des fouilles archéologiques, s'il y a des festivals, par exemple. Et donc, une idée d'activité, c'est de choisir tous ceux qui se trouvent aux États-Unis, lesquels existent toujours, quand et par qui ont-ils été établis, pourquoi, quelle était leur fonction, est-ce que les sites sont reconnus de nos jours, y a-t-il des manifestations, et lequel se trouve le plus près de chez vous et avez-vous visité ce fort? Donc, c'est encore une fois un moyen de penser à la géographie, penser à l'exploration, à la progression de l'exploration par des Français, par le Saint-Laurent et les Grands Lacs, mais aussi en remontant le Mississippi. Juste pour faire une petite activité, je vous ai mis 8 villes et 8 années de fondation. Ce n'est pas les bons. Selon vous, parmi ces villes, quelle était la première fondée au Nouveau Monde? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Détroit? En 1600, pardon. Sadakoné? Non. Non? Ville-Marie? Ville-Marie. Non. Pensez à la géographie. Le premier, Tadoussac. Tadoussac? Tadoussac, c'est l'entrée du Saguenay, là où le Saguenay se jette dans le Saint-Laurent. Ensuite, si on pense à la géographie, c'est... Trois-Rivières? Avant Trois-Rivières, il y a Québec, Québec. Stadaconé. Voilà. Et puis, on a Trois-Rivières Ouais. en 1642. Montréal? Ça, c'est Montréal, Ville-Marie. Ensuite, on repart
dans une autre direction. En 1699, on a Mobile. Et tout près de Mobile, vous avez La La Nouvelle-Orléans. la Nouvelle-Orléans. Nouvelle-Orléans. Bien sûr. Oups. On remonte vers le nord. Oops, sorry, Détroit. Ah, excusez-moi. Mobile, Détroit, puis la Nouvelle-Orléans. Excusez-moi. Et la dernière, c'est Saint-Louis. donc entre 1600 et 1664, 1764. Donc un siècle et demi, un peu plus d'un siècle et demi, la fondation de ces villes. Mais si vous regardez, j'ai toute une liste dans le document que je vais vous donner et vous pouvez suivre ou par le nord ou par le sud la fondation des forts et des villes. Au Québec, il y a même une page sur Wikipédia avec tous les moulins à eau. Et pourquoi est-ce qu'un moulin était important? Comme quand on regarde l'histoire de France, c'était le four au village qui était communal et qui était important. C'est pourquoi la profession en France du boulanger était essentielle, parce que lui, il tenait le four où les gens du village avaient que les gens du village avaient la possibilité d'utiliser. Mais en Amérique du Nord, c'était les moulins. Et les moulins pour les graines, pour le blé, mais aussi pour le bois, pour couper le bois, pour construire des maisons. Et il y a quand même un bon nombre de ces moulins qui existent encore et qui peuvent se visiter. Bon, l'eau au Québec, je suis Verseau et donc je suis attirée par l'eau. L'eau au Québec, c'est quelque chose d'essentiel. Le Saint-Laurent, bien sûr, c'était la voie d'exploration et de communication principale. Au Québec, il y a plus d'1 million de lacs et 3% de l'eau fraîche renouvelable. Beaucoup des lacs, 1 million de lacs, beaucoup n'ont pas encore été nommés. Et donc, si vous regardez la carte, vous pouvez repérer tous ces lacs. Le Saint-Laurent, si on regarde, on dit que le Saint-Laurent est un grand fleuve. Mais à quoi distingue-t-on les grands fleuves? Bon, l'altitude du Saint-Laurent commence à la sortie du lac Ontario, à 75 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, il ne descend pas beaucoup. La longueur, il n'est pas très long. C'est 27e place. Et le Mississippi, par exemple, est en 4e place. Le débit, 13e. L'Amazone, bien sûr, c'est le premier fleuve en débit et le Mississippi est 14e. Donc, c'est juste un peu au-dessus du Mississippi. Mais le bassin versant, le bassin collecteur, c'est-à-dire les eaux qui se jettent dans le Saint-Laurent, couvre 1 610 000 km². L'Amazone est le plus grand si on compte uniquement le fleuve. Mais pour le Saint-Laurent, on peut tout aussi bien compter les grands lacs et tous leurs affluents, ce qui donne au Saint-Laurent une énorme étendue. Et quand on pense à l'exploration, au commerce, au voyage, tout cela fait du Saint-Laurent un des fleuves les plus importants au monde. La taille de l'estuaire du Saint-Laurent est le plus grand au monde, sans qualification. Donc, l'estuaire est vraiment quelque chose d'énorme, d'impressionnant et de magnifique. Et comment est-ce qu'on définit? Je vous ai montré sur la carte un fleuve. Vous voyez la largeur entre 1 et 5 km et l'estuaire entre 2 et 60 km. Et si vous avez pris le traversier un peu au nord du Saguenay,
Ça prend 1h40 dans le bateau pour traverser le Saint-Laurent à cet endroit-ci. La profondeur, entre 2 et 20 mètres pour un fleuve, plus de 300 mètres pour l'estuaire et environ 500 mètres pour le golfe. La salinité, le fleuve n'est pas salé du tout. L'estuaire commence saumâtre, c'est-à-dire salty, brackish, we say in English, jusqu'à salé. Et quand il devient complètement salé, vous avez le golfe. Et donc, je vous ai montré ces endroits sur les projets qu'on peut faire avec le Saint-Laurent. Vous pouvez étudier les marais, les ponts. Quand on étudie l'histoire, les fleuves ou les rivières, il y a toujours ce qu'on appelle la ville de premier pont. Et par exemple, en France, sur le Rhône, vous avez Arles, qui est la ville de premier pont. Au Québec, vous avez les traversiers. Vous pouvez étudier les horaires pour quand vous pouvez traverser le Saint-Laurent. Si les horaires sont influencés par la marée, les phares, il y a une liste des phares sur Wikipédia que vous pouvez repérer sur la carte avec une pointe. Et j'ai préparé des activités sur la géographie du Québec. Et tout ce document que j'ai partagé avec vous, où vous avez beaucoup des éléments que je viens de décrire. Je ne sais pas s'il apparaît encore. Du vocabulaire, des activités, des questions de comparaison, et tout cela peut se faire sur Internet. Par exemple, comparer le Québec à votre État, avec plein de détails sur géographie, climatique et historique. Toutes sortes d'activités avec les cartes, ou comme moi j'ai fait avec le Saint-Laurent, vous pouvez citer 5 fleuves ou rivières autres que le Saint-Laurent et mettre les points sur la carte Google. Imaginez la vie des premiers explorateurs. D'autres activités avec les cartes, les voyages, les forts, la fondation des villes, l'étude des gens, et puis comparer 2 villes québécoises. Donc, je vais, je crois, m'arrêter là pour que Catherine prenne la relève. Et si je share. Voilà. Oui, c'était la fin de ma présentation. Donc, vous aurez tous ces documents qu'on mettra et j'espère vous avoir donné des idées, des astuces pour les projets qu'on peut faire maintenant sur Internet très facilement, très utilement et en étudiant beaucoup de détails sur la culture, l'histoire et le développement du Québec. Merci. Merci beaucoup, Jane. C'était très intéressant. Alors, je vous souhaite tous la bienvenue, toutes et tous. Je vais vous dire que moi, je ne suis pas vraiment une spécialiste du Québec, mais je m'intéresse beaucoup à la belle province et j'ai une grande passion pour le Québec. Donc, j'espère vous intéresser. Ma présentation est moins didactique dans le sens où je n'ai pas beaucoup d'idées de ce que vous pouvez faire en classe, mais j'espère que ça sera une inspiration. J'aimerais vous inviter. Déjà, j'avais parlé de l'environnement dans ma dernière présentation en juin, je crois, et de l'importance de l'eau. Jane en a parlé aussi. Et il me semble que l'eau, c'est un sujet qui est un thème qui est très important à aborder en classe parce qu'on peut l'aborder d'un point de vue environnemental, mais aussi humain,
et les élèves peuvent facilement le relier à leur réalité à eux. Et donc aujourd'hui, je vous parlerai du Saint-Laurent, du fleuve Saint-Laurent, mais on peut aussi parler du Mississippi, de la Seine, bien sûr, éventuellement de la Garonne. Enfin, il y a beaucoup de fleuves zaïres, il y a beaucoup de possibilités dans le monde francophone sur le thème de l'eau et de la désertification, de l'impact environnemental des pratiques humaines sur les approvisionnements d'eau dans le monde. Donc, je vous encourage à travailler dans cette direction. Donc, laissez-moi, je vais share my screen. J'espère que ça va marcher. Je l'ai fait plus tôt et ça marchait. Et maintenant, tout d'un coup... Ah, voilà. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, 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 c'est là. oui. Voilà. Donc, j'ai intitulé ma présentation « Le chemin qui marche, le Saint-Laurent dans la vie et l'imaginaire des Québécois ». Je vais aller assez vite, alors accrochez-vous, parce que j'ai beaucoup à couvrir. Mais comme je vous l'ai dit, c'est plutôt une invitation à la réflexion et un peu au voyage aussi. Le Saint-Laurent s'appelait Mactogoek, Kichisibi, Chipi, ou traduit en français, le fleuve aux grandes eaux ou le chemin qui marche. C'était les noms que les autochtones donnaient au Saint-Laurent. On sait que Kichi et Kichi, Sibi, Chipi, ce sont des noms qui évoquent le concept de rivière et d'eau et d'eau qui coule chez les Amérindiens. Et je crois que c'est aussi un peu l'origine du mot Mississippi. En tout cas, il faut se souvenir que le Saint-Laurent s'appelait autre chose que le Saint-Laurent avant que les Européens n'arrivent. Et donc, j'ai mis ici vous trouverez plusieurs photos qui est du Saint-Laurent dans cette présentation, mais à gauche, c'est une reconstitution tout à fait à gauche d'un sort de camp autochtone ou de ce que Jacques Cartier aurait vu quand il est arrivé. Donc, ça peut vous donner une idée. Donc, le Saint-Laurent est souvent évoqué par d'autres noms au Québec, dont ces noms autochtones. Il doit son nom à Jacques Cartier. Jacques Cartier le découvre le 9 août 1535 lors de son deuxième voyage. Est-ce que vous pouvez voir mon curseur? Donc, en fait, ça, c'est une vieille carte de l'époque. Et vous voyez ici l'entrée du Saint-Laurent et ici ce qu'il a pu découvrir avec le Saguenay. Ici, la terre des Bretons, Gaspé aujourd'hui. Et puis, bien sûr, là où nous sommes, les États-Unis avec la Floride ici. Mais le Saint-Laurent n'a pas tout de suite été baptisé. On sait qu'il a éventuellement pris le nom de Saint-Laurent, mais il a reçu bien des noms avant d'avoir une existence bien définie qui s'appelle Saint-Laurent. On l'a appelé Grand Fleuve de Cheloga, on l'a appelé le Grand Fleuve de Hochelaga, on l'a appelé le Chemin du Canada, la baie Saint-Laurent, le Cap du Saint-Laurent, Laurence, le Golfe Saint-Laurent, la rivière de Canada et le Grand Fleuve Canada.
Et donc, il a eu une existence sans nom au départ, ou avec des noms multiples. Et dans un certain sens, ça me rappelle aussi sa destinée, parce que sa destinée, c'est aussi la destinée du peuple québécois, avec des origines diverses et des peuples aussi divers. Et j'en parlerai à la fin. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'appelle le Saint-Laurent? En fait, le 9 août a une importance primordiale, puisque Jacques Cartier pense que c'est le jour de la Saint-Laurent, de la fête Saint-Laurent. En fait, c'est le 10 août, il s'est trompé. Mais quand il arrive à l'embouchure du Saint-Laurent, voilà ce qu'il dit. Je cite ici, c'est dans l'ancien français. Je vous encourage à lire les relations de voyage au Canada de Jacques Cartier. Elles sont disponibles en ligne, c'est gratuit, mais aussi en livre. C'est vraiment intéressant et c'est pas facile à lire quelquefois, mais on peut deviner. J'ai un handout avec beaucoup de ressources, beaucoup de liens, et vous pouvez les trouver là et cliquer. Mais j'ai aussi le titre d'un ouvrage et dans ce handout que je recommande. J'aime bien l'introduction et puis moi j'aime bien le papier, donc enfin j'aime bien lire à l'ancienne, quoi. Donc qu'est-ce qu'il voit quand il arrive? Jacques Cartier, il écrit. Et le lendemain, le vent vint contraire. Et parce que nous ne trouvâmes nul able, qui veut dire ici port, à la dite quai dessus, nous fîmes porter vers le nord, outre le précédent able de environ 10 lieues, où nous trouvâmes une moulte, donc une très belle et grande baie, pleine d'îles et de bonnes entrées et de passages de tous les vents qu'il savait faire. Et pour connaissance de cette baie, il y a une grande île comme un cap de terre qui s'avance plus hors que les autres. Et sur la terre, environ 2 lieues, il y a une montagne faite comme un tas de blé. Nous nommâmes la dite baie, la baie Saint-Laurent. Donc, parce que c'est le 9, lui, il pense qu'on est le 10 août, il appelle cette baie Saint-Laurent. Et de là va venir le nom du fleuve Saint-Laurent, mais ça va être un long périple pour que ce fleuve s'appelle Saint-Laurent dans tous les récits. Et donc, j'ai plusieurs articles que vous pouvez lire dans ce handout. Alors, on pense souvent on a tendance à penser au Québec comme une terre de terroir. Et certainement, c'est une idéologie qui a été poussée par la politique aussi au XIXe siècle. L'idéologie du terroir, qui apparaît dès 1846, soutient qu'il faut défendre et glorifier des valeurs traditionnelles liées à la ruralité, mais aussi à la religion, ou à la préservation de la religion. Ce terroirisme, ou cette idéologie du terroir, vient en réaction à l'exode rural. Et donc, c'est une sorte de réaction. Le parti du peuple pense qu'il faut essayer de préserver ces vieilles façons de vivre et ces traditions. Et donc, on va pousser le terroirisme ou l'idéologie du terroir. Vous trouvez beaucoup de romans qui en fait soutiennent cette idéologie ou ce terroirisme. La Terre paternelle, Jean Rivard, Maria Chapdelaine, même si elle a été écrite par un Français, et un roman qui s'appelle Menot, maître draveur, où les héros souvent sont tentés par les villes et l'existence un peu dévoyée des villes et le modernisme, mais préfèrent rester dans leur terroir et préserver les vieilles façons du Québec. Je vous ai mis ici des vues de Clarence Gagnon, qui était un peintre qui est mort avant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et
qui, à nouveau, on a souvent tendance à voir de notre point de vue à nous, le Québec comme en fait, les images qui viennent à notre esprit, ce sont des villes, ce sont des cabanes au Canada, ce sont souvent des petites cabanes, des cabanons, et moins souvent, on pense au fleuve Saint-Laurent comme étant le symbole du Canada. Or, le fleuve Saint-Laurent façonne l'économie, mais également le paysage et la culture québécoise. On sait que la colonisation suit les cours d'eau, et Jane l'a bien montré aujourd'hui. Donc, elle suit non seulement le fleuve, mais aussi les rivières. On sait aussi que partout dans le monde, le transport par eau est la forme de transport la plus aisée, mais aussi la moins chère. Parce qu'on peut profiter du cours d'eau et de la force de l'eau. Mais on sait que le Saint-Laurent est très dangereux à emprunter et à naviguer. L'histoire est marquée par toutes sortes de dangers. L'histoire du Saint-Laurent, des noyades, des accidents maritimes, des bateaux qui coulent, plein d'horreurs, en fait, des gens qui coulent, qui se noient. Et même aujourd'hui, c'est un fleuve qui est difficile à naviguer pour les professionnels et il faut des conducteurs spéciaux pour acheminer les bateaux dans le Saint-Laurent, des pilotes de fleuve en fait. Le Saint-Laurent est important parce que c'est aussi il a apporté en fait la colonisation et l'arrivée des Européens, mais il a aussi été un convoyeur d'envahisseurs. On sait que le typhus arrive en 1685, il arrive à Québec, dans la ville de Québec. Les Anglais, avec le blocus naval pendant la guerre de 7 ans, arrivent par le Saint-Laurent. Les Allemands, les nazis, arrivent à l'embouchure du Saint-Laurent, dans le golfe du Saint-Laurent, et ce qui va être le théâtre d'une grande bataille qui s'appelle la bataille du golfe de Saint-Laurent, qui est gagnée par les Canadiens, donc, et qui dure 2 ans, avec des U-boats, des sous-marins, etc. Le Saint-Laurent est aussi une artère de commerce, évidemment, et aussi de contrebande. Souvent, tout au début, le port de Montréal et de Québec ont servi d'alternative pour la contrebande, alors que les ports de Philadelphie et New York étaient les plus importants et de Boston étaient les plus importants aux États-Unis. Mais de cette manière, on pouvait faire passer des marchandises de contrebande. Mais le fleuve Saint-Laurent, c'est aussi un peu une mer, parce que Jane a évoqué la largeur du fleuve à son embouchure et dans son estuaire, qui est extraordinaire. Donc en fait, c'est à la fois un fleuve, mais c'est aussi la mer. C'est une source de nourriture avec des poissons, mais c'est aussi une source de mystère. C'est une source de rêve. C'est l'échappatoire aussi vers un autre monde. Et de mystère aussi, parce qu'on sait que on a, comme je l'ai dit, on pense souvent que le Québec, c'est la terre, mais c'est aussi une culture qui est marquée par la tradition orale, les traditions des pêcheurs, les contes qui sont liés à tous les petits villages de pêcheurs qu'il y avait avant sur la côte, et qui vraiment apporte une dimension différente. Et vous en trouverez dans le handout, dans le document que je vous enverrai. Et puis finalement, le Saint-Laurent, c'est aussi une source de convivialité et d'échange. Il faut penser que du temps où il y avait peut-être pas de réchauffement climatique, il y avait beaucoup de ponts de glace. Donc des ponts de glace, vous voyez une image que j'ai trouvée.
Ice Bridge, on dit en anglais. Le pont de glace, c'était le fleuve qui gelait en hiver, et donc ça donnait l'opportunité aux gens de traverser à pied ou avec des carrioles. Et donc, en hiver, ça devient le moment où on peut passer d'une rive à l'autre. Il faut penser que le premier pont du Saint-Laurent n'apparaît et n'est bâti qu'en 1859. Donc, il y avait toujours une grande différence entre la rive sud et la rive nord. Et peu de passages, sinon des passages par eau, qui n'étaient pas tout le temps faciles parce qu'il y a beaucoup de courants, il y a du vent aussi. Et comme j'ai dit, il y avait beaucoup de noyades et de dangers. Mais on sait qu'autour des ponts de glace, il y avait beaucoup d'activités de commerce, des petits commerces, des vendeurs des vendeurs qui vendaient des choses différentes et des activités divers pour les habitants. Donc, le Saint-Laurent a été aussi une source de convivialité et d'échange. C'est un fleuve extraordinaire. Et Jane en a parlé, je vais essayer de passer assez rapidement. Donc, on sait qu'il naît à Kingston, qui est à l'embouchure du lac Ontario. Il est assez long, mais ce n'est pas un des plus longs au monde. Par contre, il draine presque 25% des réserves d'eau du monde, des réserves d'eau douce. Donc, quand on pense au bassin du Saint-Laurent, c'est aussi les grands lacs américains. Il a le plus grand estuaire du monde, et 244 affluents. Il est influencé par les marées jusqu'à Trois-Rivières. Et donc, quand on sait que Trois-Rivières, c'est à peu près 1h15 de Montréal, en fait, l'influence de la mer se fait sentir dans la plupart du Saint-Laurent. C'est aussi le lieu de rencontre entre des eaux salées et des eaux douces, l'eau saumâtre dont a parlé Jane, et qui va jusqu'à entre l'île d'Orléans et l'embouchure du Saguenay. Donc c'est pour ça que je dis c'est un peuple qui, le Québec est aussi influencé par une culture maritime, et on y pense beaucoup moins. Depuis 1851, le fleuve est dragué, c'est-à-dire qu'on le nettoie pour pouvoir faciliter le passage des bateaux. Donc il est dragué entre Québec et Montréal, et il permet la navigation commerciale. C'est un grand moteur de croissance économique, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, trafic maritime, des emplois, des recettes fiscales. Il y a 20 ports au Québec qui forment le réseau portuaire, donc dans la province de Québec. Donc, c'est énorme. C'est un outil touristique de plus en plus. En 2018, on sait qu'il y avait 130 000 croisiéristes, dont des croisières, et aussi les employés des croisières qui ont visité Montréal. La ville de Trois-Rivières, où on aurait dû être cet été, a un port qui est très joli, très attrayant, et qui fait venir aussi les croisières, et qui soutient l'économie de Trois-Rivières en grande partie. C'est un corridor commercial donc extraordinaire. Il passe par le Saint-Laurent 110 millions de tonnes de marchandises chaque année. Donc, qu'est-ce qu'on transporte sur le Saint-Laurent? Du blé, du pétrole, des produits pétroliers et chimiques, du vin, du matériel informatique, des minerais et aussi de l'acier. Et en 2017, le ministère de la Culture et des Communications de Québec a désigné le Saint-Laurent comme lieu historique. Donc, on voit bien que c'est un fleuve extraordinaire, mais aussi un fleuve extraordinaire dans l'économie du Québec. Et ça, c'est extrêmement important. C'est un écosystème extraordinaire aussi, exceptionnel. Vous voyez à droite de mon écran des baleines. Sauf, il y a un phoque aussi, mais il y a 3 baleines. La baleine tout en bas à droite, c'est une baleine blanche beluga, qui n'est pas à confondre avec le beluga du caviar. Donc, c'est une baleine blanche, et en fait, cette baleine blanche se plaît beaucoup dans les territoires du Nord, et un de ses endroits de prédilection pour vivre, c'est le Saint-Laurent.
C'est un des rares endroits au monde où on peut les observer. Elle a une tête assez particulière. En fait, c'est un peu comme un manatee, d'après moi, mais c'est une baleine. Et puis, on sait qu'il y a beaucoup de baleines en été, de toutes sortes de baleines. Pourquoi? Parce que la baie du Saint-Laurent est très riche en poissons et très riche en plancton en été. Donc, en plancton, c'est ce qu'elle mange. Là, j'ai trouvé cette photo extraordinaire parce qu'on a cette énorme baleine et puis la côte qui est juste là avec des petites maisons. En fait, c'est vraiment extraordinaire. Donc, bien évidemment, il faut penser que c'est un écosystème exceptionnel et c'est aussi un petit peu comme le poumon du Québec, mais aussi le signe de sa santé écologique et environnementale. Donc, on y trouve des marsouins, on y trouve toutes des sortes de gros phoques, de petites baleines, des phoques, plus de 250 espèces d'oiseaux. C'est un site unique aussi pour la migration des oiseaux, et plus de 80 variétés de poissons. Il y a bien des dangers. Le Saint-Laurent fait face à des dangers extraordinaires. La pollution et l'activité humaine le mettent quasiment chaque jour en danger. Les pesticides, les contaminants chimiques sont très dangereux, ainsi que le rejet d'eau des humains sur Terre, que ce soit des pesticides qui viennent à travers les sous-sols ou les rejets d'eau de maisons ou qui ne sont pas nettoyés, ou même les rejets qui viennent de navires. Un autre danger, c'est la dénaturalisation du littoral. C'est en fait, quand vous avez un littoral ici complètement à gauche, c'est une sorte de marécage, et dénaturaliser ce littoral, ça serait le nettoyer, ça serait mettre du comble, ça serait y bâtir des maisons ou des petits chalets. Et donc, ça change totalement l'écosystème du Saint-Laurent. Donc, il est important de préserver autant que possible son littoral, c'est-à-dire ses bords, sa côte. Et c'est difficile là où il y a de grandes villes. Et puis, un autre grand danger, c'est les EEE, ce qu'on appelle les espèces exotiques envahissantes, comme la carpe du roseau, qui mange d'autres poissons et qui en fait est un prédateur. Donc en fait, elle annihile pratiquement l'existence d'autres poissons, mais aussi les roseaux phragmites qui changent la nature du littoral, ou la renouée du Japon, c'est une sorte de bambou qui aussi est très envahissante. Et ce sont des espèces qu'on voit dans bien d'autres pays. Mais qui, une fois qu'on a du bambou, vous savez, si vous en avez chez vous, que ça va envahir tout votre jardin si vous ne le coupez pas et si vous n'y faites pas attention. Mais par contre, c'est très beau, oui, mais ça change totalement votre paysage et l'écologie qui est autour de vous. Et parce que ce sont des espèces, la renouée et les roseaux, qui absorbent beaucoup d'eau, ils assèchent le littoral. Et en asséchant le littoral, eh bien, on perd beaucoup de ce qui va en fait nourrir le fleuve, nourrir les poissons, et donc ça va affaiblir ça va réduire leur chance de survie. Le Québec d'aujourd'hui et de demain, en fait, je reprends une des diapositives que j'avais la dernière fois. Il faut penser que c'est environ 8 millions d'habitants dans un Québec urbanisé. Donc, l'image de la Québec, la cabane au Canada, c'est une image peut-être de maisons de repos ou de maisons secondaires, mais pas totalement de ce qui est la vie au Québec aujourd'hui. On sait que 82% des habitants vivent au sud de Québec,
et autour du Saint-Laurent. Alors, vous imaginez, parce que ça fait quand même 82% de 8 millions, ça fait une agglomération extraordinaire de personnes et ça dénature aussi l'écologie. On sait que 80% des Québécois habitent dans des villes côtières du Saint-Laurent. La population autochtone représente 83 000 personnes au Québec. Ils habitent surtout dans le nord du territoire du Québec, de la province du Québec. L'économie est diversifiée, mais elle fait face à des difficultés, comme toutes les économies. Alors, à quoi ressemble le futur du Québec? On sait que le Québec va vivre une augmentation de la population dans les villes. Forcément, ça va affecter l'écologie et les écosystèmes, y compris la vie du Saint-Laurent. On sait que la population va vieillir, comme ici aux États-Unis ou dans le monde occidental. Le Québec fait une grande politique d'immigration pour pouvoir contrecarrer le vieillissement de la population. On voit des phénomènes d'étalement urbain et bien sûr des problèmes de pollution par là même, avec les transports essentiellement. Les transports maritimes sont accentués et donc bien sûr le rôle du Saint-Laurent devient de plus important. Mais par contre, on a des grands changements par rapport au temps où il y avait les ponts de glace. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas, pour pouvoir faire du commerce dans le monde moderne, on ne peut pas avoir des commerces qui sont le commerce qui est interrompu pendant les mois d'hiver, c'est-à-dire quand le Saint-Laurent est gelé. Et donc, pour ne pas interrompre la chaîne logistique, on a des brises-glaces et un dragage continu. Donc ça aussi, ça change d'une certaine manière le paysage. On ne voit plus nécessairement un Saint-Laurent qui est tout le temps blanc et comme une mer de glace. Le futur aussi présente des problèmes d'accessibilité au fleuve, ne serait-ce que l'accessibilité comme des gens comme vous et moi. Parce qu'on peut se baigner dans le... J'ai lu qu'on peut se baigner dans le Saint-Laurent, mais on n'a pas... On veut à la fois qu'il soit accessible aux gens, mais en même temps préserver son écosystème unique. Donc, c'est comme une sorte de dichotomie. Donc, en fait, un des grands problèmes qui se pose, c'est comment maintenir et améliorer l'écosystème qui est le Saint-Laurent aujourd'hui, si on sait que c'est un peu comme le poumon ou l'artère de vie des Québécois. Alors, ce qui est intéressant pour moi, c'est que le Saint-Laurent est très présent dans l'imaginaire des Québécois. Je recommande ce livre qui s'intitule « Saint-Laurent, mon amour » de Monique Durand. Il est disponible en Kindle. Et Monique Durand, c'est une journaliste qui travaille au Devoir. Et elle écrit aussi des romans et des livres. Et elle écrit « Le Saint-Laurent a fait de nous ce que nous sommes, aveuglés d'hiver, apaiser l'été par sa lumière, peuple avec les humeurs du fleuve à sa fenêtre. » Elle montre vraiment comment le Saint-Laurent est si important pour les gens du Québec. J'ai aussi lu que tout le monde au Québec, en grande partie, puisque, comme vous voyez, la plupart des gens vivent autour du Saint-Laurent, la plupart des gens, ils voient le Saint-Laurent. S'ils ne le voient pas, ils le traversent, ne serait-ce que peut-être pour aller en vacances. Le Saint-Laurent est dans leur vie, un petit peu comme la Seine serait dans la vie des Parisiens. Peuple en dents de scie, je reprends, telle une tempête sur la pointe extrême d'Anticosti. C'est tout, en fait, c'est un peu le Finistère du Québec. Des vagues déchaînées sur les côtes de Mont-Louis ou de cette île. Peuple prompt aux réjouissances, passant de candeur à nostalgie, comme une mer étale succède au grain et au blizzard. Fleuve fou de goût de liberté, fleuve inlassable, l'immense chemin d'eau qui s'évase en cornemuse a accompagné nos victoires et nos défaites. J'aime bien la manière dont elle parle de cornemuse parce que ça fait référence aussi au monde gaélique et qui informe encore la culture québécoise aujourd'hui. Dans les contes
Il y a beaucoup de contes où on parle de, justement des contes sur les pêcheurs, sur des sortes de créatures mystérieuses qui viennent de l'eau, qui viennent des fonds marins. Donc, je vous encourage à lire Monique Durand. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Comment, je ne veux pas prendre trop de temps, mais le Saint-Laurent est très présent dans l'imaginaire des Québécois. Alors, comment est-ce qu'ils voient le Saint-Laurent? D'abord, dans tout ce que j'ai lu, le Saint-Laurent est célébré pour sa lumière et sa beauté. Il est majestueux, il est silencieux, il est mystérieux, il est immuable. C'est une invitation au rêve et au voyage. Et en fait, on sait que tout fleuve ou même rivière est souvent dans l'humanité une métaphore de nos vies qui passent. Le Saint-Laurent, c'est un petit peu la mémoire de l'eau. Il charrie en lui toute l'histoire et la destinée du peuple québécois. Il est toujours présent dans les romans québécois. Dans Anne Hébert, il est présent. Dans Jacques Poulain, le Volkswagen Blues, il est là dès tout au début du Volkswagen Blues. Il inspire les chanteurs et les chanteuses. Aujourd'hui, je connais quelqu'un à Birmingham qui est québécoise et qui a commandé des livres qui sont arrivés aujourd'hui. Et elle a commandé un livre de Yvon Rivard qui s'appelle Le Dernier Chalet. Quand j'ai vu cette couverture, parce qu'il y avait une photo, c'est un chalet sur le Saint-Laurent qui donne juste sur le Saint-Laurent. Et donc, on le trouve dans énormément il est là, présent toujours dans les romans. Il rassemble et il divise la côte sud et la côte nord. En fait, il invite aussi à la réflexion sur le sort des peuples et des cultures autochtones. Monique Durand dit le Saint-Laurent où sont mêlés nos sangs. Donc le sang en fait des Européens, mais aussi le sang des autochtones et du peuple québécois. Il est présent dans tout l'imaginaire du Québécois. C'est le chemin qui marche. Il est la métaphore du Québec d'aujourd'hui, mais aussi du Québec d'hier et du Québec de demain et de ce à quoi la province du Québec fait face et va faire face. Alors, je vous propose ici plusieurs citations. Une poétesse, Nerée Beauchemin, dit « Le vieux fleuve, le fleuve aux vastes destinées, le Saint-Laurent poursuit son voyage au long cours. » Et ça, à nouveau, c'est que ce qui me paraît fascinant dans le Saint-Laurent, c'est qu'il invite au voyage. Et il invite, et dans ce sens, c'est le symbole du voyage des Européens vers Québec, mais aussi de la portée du Québec dans le monde. Gatien Lapointe, dans un autre poème qui est très célèbre, écrit « L'Amérique est ma patrie, les voyages d'ici sont le mien, tout est loin le matin plus haut, le fleu du fleuve dessine une mer. » Et c'est ce qui me paraît fascinant dans le Saint-Laurent, c'est que c'est un fleuve, mais c'est la mer aussi. Et j'ai lu quelque chose de drôle, c'est que souvent les Québécois arrivent à Paris et ils voient la Seine et ils disent ça, c'est un fleuve, c'est tout petit. Et c'est vrai, quand on y pense, quand on voit le fleuve, la Seine, on pense qu'elle est grande, mais quand on voit le Saint-Laurent, ça n'a plus aucune comparaison. C'est plus possible. Aucune comparaison n'est possible. Jaune, une chanteuse, dit « Les histoires d'horreur coulent dans le Saint-Laurent et les ressources s'envolent aux 80 ». C'est très intéressant pour moi parce que c'est une chanson et j'ai mis les paroles dans le handout. C'est une chanson qui évoque le dilemme auquel fait face du Québec, où les ressources ne sont pas nécessairement partagées entre tout le monde et où le Saint-Laurent devient aussi le dépositaire en fait de l'imaginaire des gens. J'habite un grand boulevard mouvant, dit Robert Charlebois.
Et donc, c'est l'idée toujours de mouvement, de quelque chose qui est en marche, qui m'inspire. Mon fleuve, respires-tu encore, dit un chanteur qui s'appelle Robert Détier. Je ne sais pas si je le sens, mais j'aimerais bien vous passer sa chanson. Et ce qu'il montre dans sa chanson, qui est pour moi la plus belle sur le Saint-Laurent, c'est que l'histoire d'un fleuve, de ce fleuve Saint-Laurent, c'est l'histoire des Québécois et du métissage avec les Amérindiens, avec les peuples autochtones. Et donc, c'est plus que simplement un vecteur économique. C'est plus qu'un ce qui a porté ou ce qui a amené les explorateurs. C'est un espèce de rêve et un espace de mystère. Voilà. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me dire si on a un peu de temps pour une chanson ou pas? Oui, oui, oui. Oui. Alors, grand problème, il va falloir que je change mon écran. Il y a toujours le temps pour une chanson. Ah ouais. Ou plusieurs. Je ne sais pas. Je l'avais là, mais je ne l'ai plus. Attendez un petit peu. Peut-être ce que je peux faire, c'est de le trouver et puis je le passe après. D'accord. Comme Ok. ça, on perdra moins de temps. Mhm. Et donc, voilà, à la fin, ma dernière image, c'est une superbe vue du Saint-Laurent. Et donc, j'espère qu'on pourra aller que la ATF pourra aller à Trois-Rivières pour qu'on puisse voir une perspective unique sur le Saint-Laurent. Je laisse Andréane parler et je vais essayer de vous trouver la chanson. Voilà, merci beaucoup. Merci et bravo. Alors, Daniel, moi, j'ai besoin qu'on arrête de partager l'écran, voilà, afin d'être capable de le faire moi-même. Je dois avouer que ça me fait chaud au cœur. Alors, un instant ici. Moi, ça me touche beaucoup. Ça me fait vraiment très chaud au cœur que de voir que vous êtes si nombreux et de réentendre toutes ces belles choses sur le Saint-Laurent, sur chez nous, en écoutant la belle présentation que viennent de nous faire Jane et Daniel. Je vous remercie beaucoup. Ça me fait bien chaud au cœur, comme on dit chez nous. Alors là, je m'excuse, je ne pensais pas d'être si émue. Alors, je vais vous partager mon écran. Je crois que vous pouvez le voir actuellement chez nous. Les activités préférées d'une Canadienne-Américaine de passage à Québec. Alors, moi, je vais à Québec à tous les ans, sauf malheureusement cette année avec COVID, il y a déjà un bon moment là, que je n'ai pas pu aller serrer maman. J'ai immigré aux États-Unis il y a maintenant 27 ans. Alors, je vais vous donner une perspective différente pour ce que c'est pour moi que d'être de passage chez nous au Québec. Alors, bonjour, je me présente, Andréane Anis, et je suis ici pour vous parler de chez nous, la belle ville de Québec. Alors, moi, comme on dit chez nous, je suis pure laine. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis de souche. Je crois que je suis la 9e génération qui vient originellement de la Bretagne en France. Et puis, alors, c'est ce qu'on dit, les Québécois qui sont depuis plusieurs générations, on nous appelle de souche. Alors, voilà pourquoi je vous ai mis un bel érable ici, coloré comme il est actuellement à cette date-ci. Mais aujourd'hui, il est recouvert de neige parce que le tapis blanc vient de débarquer sur le Québec là, cette semaine. Vous êtes en train, québécoise de souche. Oui, vraiment. Connais-tu la chanson des Cowboys fringants, québécois de souche? Oui. OK. Bien sûr. Et puis, on disait tout à l'heure, il y a toujours le temps pour une chanson. Oui. Et moi, j'en ai plusieurs. OK. Alors, avant de commencer, Catherine, j'aimerais vérifier, est-ce que tu as trouvé la chanson que tu tentais de nous présenter? Oui, j'ai trouvé. Alors, moi, je vais arrêter. Je vais te permettre de conclure avant de vous amener sur mon petit voyage à moi là, de passage à Québec. OK. Il faut que je fasse Computer Sound. Alors, Oui. c'est une chanson de Robert Détier. Oui.
Et voilà, voilà. Voilà, et il y a beaucoup dans beaucoup de romans, en fait, l'importance de l'embouchure du Saint-Laurent et des cultures autochtones, des cultures amérindiennes. C'est très frappant dans la manière dont plusieurs chansons en parlent, des romans aussi. Ce qui vraiment, ça appelle à, je sais pas, la mixité des cultures aussi au Québec. Ça m'a paru vraiment fascinant et j'ai trouvé que c'est une très belle chanson, mais dans le handout, vous en aurez bien d'autres. Donc, il y a bien d'autres chansons sur le Saint-Laurent. Et merci beaucoup. Bravo! Actuellement, dans la presse au Québec, il y en a beaucoup de choses qui sont dites sur le racisme systémique et tout ce qui est arrivé aux Premières Nations, aux Amérindiens. Alors, j'ai vu dans le chat, là, dans la boîte de discussion, il y a des gens qui sont intéressés par ces thèmes-là et la presse actuellement, elle a vraiment plus d'une chose à vous présenter. Alors, moi aussi, je recommence, je retourne aux racines. Alors, je commence avec Félix Leclerc, qui a été notre premier poète, mais surtout chansonnier du Québec à faire carrière en France. Et l'un de ses grands succès était « Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé ». Alors, je vais vous laisser l'écouter lui-même le chanter. Ce que je veux vous dire, c'est que quand vous regardez souvent les Grammys, alors on a ces belles statuettes. Chez nous au Québec, lorsqu'on a le gala de la disque, qui se trouve à être, ici je vous ai écrit, le gala de l'Association du disque de l'industrie du spectacle du Québec. Et les trophées, ces jolies statuettes qui sont données, sont appelées des Félix en hommage à ce grand Félix Leclerc. Alors, un petit extrait ici. Quand je vais à Québec, la première chose que je dois faire, c'est dire bonjour à la ville. Et je sais que c'est un petit peu bizarre, mais je crois que pour plusieurs immigrants, la ville est un personnage dans leur vie qui doivent aller serrer, réconforter. Et moi, c'est ce qui m'arrive quand je vais dans ce beau vieux Québec qui fait partie des héritages, l'arrondissement historique du Vieux-Québec, qui a été reconnu par l'UNESCO. Alors, je vais vous y transporter. C'est beau Québec. Alors, j'ai des photos très personnelles qui ont été prises dans les 20 dernières années avec la famille, avec des étudiants. Et je n'ai pas mis des photos de quand j'y vivais. Là, je suis vraiment la femme en visite. Alors, j'ai commencé par un bain de foule en vous présentant Joanne Blouin qui rend hommage à Céline. Tout à l'heure, Catherine a mentionné que on vient d'origines diverses, mais que la tradition orale est vraiment très forte chez nous et je ne pourrais être plus d'accord avec ça. Et on a une voix qui porte, on a une voix qui est forte. Pourquoi? Parce qu'on a grandi sur de grands espaces où on devait souvent se parler au loin. Hey! Et puis on était capable de vraiment se rejoindre avec cette belle voix. On n'a pas peur d'être très, très près les uns des autres. Alors ici, on est dans la plus vieille ville de Québec, qui est la plus vieille ville commerciale en Amérique du Nord, qui s'appelle la rue du Petit Champlain. Et puis, vous voyez, c'est tout aussi joli l'hiver. Alors là, je vous alterne ça. C'est encore une ville qui est fortifiée, alors qu'il y a 4 portes qui nous gardent notre vieux Québec. Et puis, on a parlé dans la dernière heure de l'importance du Saint-Laurent. Et puis, je vais vous le montrer ici avec des glaces, parce que je crois que c'est encore une différence vraiment qui me touche en visitant, en recevant, en accueillant parfois même des Français qui étaient de passage à Québec et qui me disaient « Andréane, c'est la première fois que je vois un fleuve avec des glaces, alors je vais vous le montrer. » Ici, quand vous arrivez à Place-Royale, il y a l'église Notre-Dame-des-Victoires, qui est la plus vieille église. Je vous invite à y aller. À l'intérieur, il y a des maquettes des 3 navires qui sont d'abord arrivés chez nous avec Christophe Colomb. Roots, c'est une chaîne canadienne. Alors, je vous invite à aller faire du magasinage, comme on dit chez nous, faire des emplettes. Là, ou chez Simons, qui est bien. On a ce funiculaire qu'on peut prendre à partir du château.
où on le descend et on arrive dans la ville. Tout ça, c'est vraiment à proximité, c'est à quelques minutes. Alors là, je vous montre certaines images à différents moments au cours des saisons. Voilà. Où est-ce que tu aimes aller manger, Andréane? J'espère que je vous donne envie d'y aller. Alors, bon, ben, on est reconnu pour une certaine poutine qui est un mélange de frites, de fromage très, très frais et une belle sauce. Alors, moi, je crois que chez Ashton, c'est la meilleure. Dans le Parlement, vraiment le Parlement de Québec, Québec étant la capitale de cette belle province, il y a un restaurant où il y a même les ministres qui y mangent et on peut y manger. Au moins le petit déjeuner et parfois moins le midi, que chez nous on appelle le dîner, puisque le soir on parle du souper. Je vous invite à aller dans un bar qui s'appelle le 1608. Alors, comme ça a été mentionné dans la dernière heure, Québec a été fondé en 1608. Alors, au château Frontenac, il y a ce bar. Il y a un beau restaurant Champlain dont on a fait l'éloge tout à l'heure. Alors, je vous disais, j'aime manger au 1608. J'aime aller prendre un brunch au château avec la famille. Je vous invite à le faire. C'est pas très cher et c'est vraiment délicieux avec une magnifique vue sur la promenade des Anglais et ce beau fleuve Saint-Laurent. Il y a un resto que j'aime beaucoup qui fait partie d'une belle chaîne qui s'appelle le Cochon d'Inde et ainsi que le Café du Monde qui n'est pas à confondre avec celui que vous avez sûrement apprécié manger des beignets en Nouvelle-Orléans. Celui-là, vous voyez, vous avez une belle vue sur les terrasses, sur ce beau Saint-Laurent. C'est un beau paysage absolument féerique. Alors ici, je suis avec des étudiants. On entre au château. Moi, je suis musicienne. J'y ai joué à maintes et maintes reprises dans les salles de bal. C'est facile de visiter tout ça à l'intérieur. Ils sont très accommodants. Et l'hiver, je vous invite à y aller et faire la descente de toboggan le long du Saint-Laurent. C'est vraiment extraordinaire. Quand est-ce que tu préfères aller à Québec, Andréane? Moi, j'aime y aller l'été et l'hiver. Bien sûr, je suis enseignante. Je vais moins vous encourager à y aller l'automne et le printemps puisqu'on n'a pas de vacances. Mais à l'automne, c'est magnifique. Les couleurs sont extraordinaires. Et au printemps, dans le temps du carnaval, dans quelques minutes, je vais vous y amener dans le temps des sucres. Ça vaut la peine. Moi, il y a 3 ans, j'ai décidé de manquer quelques jours de travail pour y aller parce que ça faisait 20 ans que je n'étais pas allée au carnaval et je voulais aller me gâter. L'été, le Festival d'été de Québec est extraordinaire. Alors, je vais vous emmener avec des vidéos dans quelques minutes. C'est scène. Alors, ici, c'est la scène Bell, parce que Bell, pour nous, c'est comme Verizon ou AT&T. Là, c'est la compagnie qui s'occupe de nos appels téléphoniques. Alors, c'est la plus grande scène qui accueille jusqu'à 100 000 personnes. Vous m'avez bien compris. Ça, c'est sûr que c'est pré-COVID. Je ne sais pas ce qui arrivera après, mais c'est sécuritaire et je trouve que le transport public au Québec est absolument extraordinaire. Même moi qui connais la ville, qui ai une voiture quand je suis de passage, je vais à ces spectacles en autobus comme tout le monde parce que je vais vous montrer avec d'autres images tout à l'heure. Ils trouvent le moyen de nous égayer la vie. Il y a même des artistes du Cirque du Soleil, vous savez, ça vient de chez nous, de petites troupes qui font des acrobaties pendant qu'ils savent qu'il y a des gens qui vont attendre un bon 3/4 d'heure avant de reprendre l'autobus pour pouvoir retourner chez eux. Le Festival d'été de Québec, si vous y allez, je vous invite un mois d'avance à vous acheter un passeport. C'est un passeport qui vous coûtera à peu près 100 $ et qui vous permettra d'aller à plus de 100 concerts. Vous m'avez bien compris, 100 spectacles. Alors, est-ce que vous serez près de la scène? Ben, ça dépend à quelle heure vous arriverez pour voir les artistes que vous aimez, mais il y a vraiment une belle grande variété et c'est extraordinaire. Alors ici, là, il y a plusieurs spectacles et si je n'y vais pas pendant le temps du festival d'été, je vous invite, il y a des belles salles de concert, mais le bijou, c'est le Capitole. Alors, le Capitole de Québec, il est à côté de la Porte Saint-Jean et c'est un bijou de scène. Alors, je vais vous amener à l'intérieur ici. Bon, là, j'ai des images que j'ai copiées qui viennent du festival d'été. On est vraiment aussi près de ça des artistes qu'on aime. Pour les fêtes du 400e, ça vaut la peine de présenter à vos élèves. Alors, bien sûr, on a eu un spectacle d'un anglophone. Et là, je sais que vous voulez que je vous présente que du français, mais je vais faire une exception pour 2 minutes. Parce que, comme vous savez, chez nous, il y a 2 langues officielles. Et c'était quand même étonnant. Je suis là.
Alors, Paul McCartney, il a même fait un DVD, 250 000 personnes pour venir assister. Oui, parce qu'il y avait plus de 100 000 sur les plaines et il y avait 2 endroits ailleurs de la ville de Québec qui avaient des écrans. Et bien sûr, de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent, sur Lévis. C'était la même chose quand c'était Céline. Je sais que vous la connaissez bien en anglais, mais là, je vais vous permettre de l'écouter, présenter sa famille. À Québec, c'est beaucoup ça. On peut être proche comme ça des artistes qu'on aime. Ici, c'est Michel Fugain et le Big Bazar. Et c'est souvent de beaux artistes qu'on aime de Québec. On a beaucoup de chansonniers vraiment pour une si petite population, c'est extraordinaire. Alors, je vous disais, c'est bien d'aller au Capitole. Moi, je suis ici même avec des nièces là, de jeunes. Et puis, on est très près de la scène. Ici, c'est un beau spectacle de Marie-Mé. Si vous ne la connaissez pas, c'est une belle rockeuse qu'on peut jouer en classe parce que tous les mots sont bons et même la prononciation est arrondie. Comme je vous ai dit, il y a 3 ans, j'ai pris quelques jours de congé pour aller à Québec au carnaval. Alors, il y a des rues qui sont fermées, on peut glisser à glace. Là, vous voyez la belle place royale avec son tapis blanc qui la garnit si bien. Il y a de magnifiques sculptures un peu partout. Et je vous disais, à la fin de ces grands spectacles, on voit ici, il y a vraiment des artistes derrière, là, du Cirque du Soleil qui sont là pour nous enjoliver la vie pendant qu'on attend pour prendre cet autobus qui nous ramène à la maison. Ici, on a la fresque qui est à la côté du parc Félix-Leclerc. Et Félix, il est inclus dans cette fresque. Il y joue de la guitare ici. Alors, on y retrouve toute notre histoire. Vous voyez le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, toute la colonisation qui a été mentionnée tout à l'heure par Jane et par Catherine Danielou. C'est tout installé là. Alors, ça, c'est ma copine française qui a dit, mais non, Andréane, il faut attendre 1 minute, je dois aller prendre une photo. Il y a des glaces sur ton Saint-Laurent. C'est beau, ça. Alors là, il y avait une belle sculpture. On est connu pour un escalier qui s'appelle l'escalier Casse-Cou. Si vous ne voulez pas prendre le funiculaire du Château Frontenac pour aller au Vieux-Québec, c'est ce que vous prenez pour avoir cette belle vue. Alors, en parlant de cette belle vue, souvent, on voit ici cette belle carte postale avec le traversier vers Lévis. Alors, quand vous descendez ici en bas, qui est au pied du musée de la civilisation, dont je vous parlerai dans 1 minute, je vous invite à prendre le traversier pour quelques dollars. Ça va vous faire permettre d'aller sur Lévis et d'avoir ces belles photos sur la ville de Québec. Si vous le faites l'été, voilà ce que ça aura ce qui se passera. Tout à l'heure, j'ai ajouté cette photo en écoutant Catherine qui parlait des difficultés de traverser le Saint-Laurent. Et c'est vrai, ça a été pris en février pendant le carnaval. Alors, ça fait partie des festivités carnavalesques. Alors, il y a cette traversée en canoë. Et là, ici, j'ai des étudiants sur cette traverse de Lévis dont je vous parlais qui peuvent avoir ces belles photos avec le château d'Orléans. Pardon, le Château Frontenac derrière eux. Un petit bijou de musée s'appelle le Musée de la civilisation de Québec. Il y a toujours en permanence une belle exposition sur les premiers colons ou les Amérindiens ou quelque chose vraiment là sur l'histoire de Québec et il y a plein d'autres choses aussi. Là, j'y suis il y a quelques étés, il y avait la belle exposition sur Hervé, là, Tintin, qui était bien faite. Un truc que je vous invite à faire, dont on ne parle pas nécessairement avec les étudiants, c'est d'aller à un spa. Et vraiment, ça vous permet d'être dehors. Bien sûr, amener une tuque si c'est l'hiver. C'est très santé, ces trucs de contraste de chaud-froid. Un endroit avec ma famille où on va toujours, c'est à l'Aquarium de Québec. Alors, tout à l'heure, on a parlé de l'importance des ponts. Alors, c'est justement à côté du pont de Québec et du pont Pierre-Laporte qu'on voit ici derrière. Là. Et là, vous voyez bien, il y a un ours polaire. Ici, on le voit nager. Les enfants aiment toucher ce plexiglas qui fait plus de 30 cm d'épais, mais ils ont comme l'impression d'être très près d'eux. C'est bien. Vous pouvez y voir un harfang des neiges, qui est l'oiseau officiel du Canada. Et comme je vous disais, de l'aquarium, on voit ces ponts tout derrière. Ici, ça vous permet de voir comment on l'appelle?
mon Dieu, un Nordic Fox, un renard de chez nous. Et là, ici, c'est vraiment mon visage avec cet ours polaire le soir. Alors, ça vous permet de faire de belles photos. Je vous invite à vous louer une voiture. Pour à peine 35 minutes de route du Château Frontenac, vous allez vous retrouver à Valcartier, au village des Sports. Alors, l'été, on peut faire toutes ces glissades en été, bien sûr, c'est bien, là, comme tout parc aquatique près de chez vous, mais l'hiver, c'est extraordinaire. Alors, il y a celui-ci qui s'appelle le rafting. On peut être jusqu'à 11 assis à l'intérieur. Alors, j'ai ajouté des petits clips là, que vous puissiez voir la descente. Je trouve que c'est féerique. Ça, c'est à l'heure du coucher du soleil. Vous voyez le village Valcartier. C'est un bel endroit pour manger de la tire sur la neige. Alors, sur une photo plus loin, ici, on voit, on fait bouillir le sirop d'érable. On a besoin de 40 gallons d'eau d'érable qui est bouillie, qui devient un sirop, et on bouille encore et ça devient de la tire qu'on met sur la neige. Et là, on se prend un petit bâton là, de popsicle et on le roule sur la neige et on a la meilleure des sucettes. Au village des Sports, il y a plusieurs descentes, il y en a plus de 50, dont l'une qui s'appelle ici l'Everest. J'adore y être pour une journée parce que c'est un bel endroit pour plusieurs générations. Alors, comme vous voyez ici, mon frère, il tire une tripe, comme on appelle, là, c'est vraiment un truc, un beigne gonflé. Et puis, tu t'assois sur un autre qui te remonte et qui te remonte et qui remonte dans la montagne. Et puis ensuite, on descend. Tout simplement, je n'ai pas de photo en descente, mais ça vous donne une idée, c'est extraordinaire. À côté, ils ont construit l'hôtel qui a un parc Bora Bora. Alors, vous pouvez faire des glissades, que ce soit d'eau ou de neige, 24 heures par an. 365 jours par année. Et à côté, on vient d'y déménager l'hôtel de glace. Alors, il y a 3 endroits dans le monde où on fabrique un hôtel complètement de glace. On change la valeur chimique. Alors, l'eau ne devient plus H2O, mais bien H1O, et ça permet d'être beaucoup plus tolérant au froid. Alors, à l'intérieur, on va sculpter les murs de chacune des suites. Alors, vous voyez, vous êtes sur une base de lit de glace. On y met une planche d'à peu près 1 pouce de bois et on y met une peau d'ours et ensuite des sacs de couchage qui permettent de tolérer les températures sous zéro. C'est magnifique à visiter. Alors, chaque suite a un thème différent et sculpté différemment. Et puis, il y a au moins 3 mariages par jour qui y ont lieu. Il y a des gens qui aiment y célébrer. Et puis là, vous voyez, on trinque. Alors, on a un verre qui est fait de glace. C'est un beau moment, ça, je crois. Où est-ce que tu aimes aller, Andréane? Moi, j'aime aller à la pourvoirie du lac Beauport. Alors là encore, différemment, un autre 35 minutes de route du Château Frontenac, plus à l'est qu'à l'ouest cette fois-ci. Et on arrive au lac Beauport. Et qu'est-ce qu'on y fait? Ah, ils ont plein de beaux forfaits. Alors, vous voyez ici, on peut faire de la pêche sur glace. Ils vont prendre le gros vilebrequin qui permet de faire le trou sur la glace et puis aller y chercher de la truite. Ça prend à peine 20 secondes. Les poissons, ils ont faim. On met simplement du maïs. Alors, vous voyez ici, quand les enfants étaient plus petits, de la neige, de la glace, l'ours polaire à l'aquarium, ça, c'est vraiment les trucs qu'on préfère faire. De la raquette, c'est beaucoup plus confortable que quand j'étais petite parce que maintenant, les raquettes, elles sont faites en fibre de verre. Alors, elles sont vraiment légères et c'est agréable de le faire pendant des heures. Ici, nous sommes au parc du Mont-Sainte-Anne qui est là où les athlètes olympiens canadiens s'entraînent au niveau du ski et de fond, surtout parce qu'il y a tellement de kilomètres qui sont magnifiques. Alors, je vous invite à y aller entre midi, 11h et 15h, parce que c'est là que le soleil est le plus chaud. Après ça, là, nous, les journées sont plutôt courtes à ce moment-là de l'année. Je vous invite à aller patiner sur une rivière. On a des haut-parleurs, c'est beau. Pendant tout l'hiver, on peut faire ça dans le Vieux-Québec, juste en face justement du Capitole. Et on met de la musique. On peut y louer des patins. C'est vraiment extraordinaire. C'est une expérience vraiment différente de tout ce qu'on vit là, sur les arénas en général.
Tout à l'heure, je vous parlais de la pourvoirie du lac Beauport. On peut y faire de la motoneige et on peut y faire du traîneau à chien. OK? Alors là, c'est moi, je suis assise ici, c'est ce qu'on fait. Et là, c'est Claire, quand elle était toute petite, qui venait de faire de cette pêche. Et tout à l'heure, je vous ai parlé du toboggan ou de la luge à côté du château Frontenac et c'est ce qui se passe ici. Les sentiers pour le ski de fond sont vraiment magnifiques. Ça fait des photos féeriques. À peine à 20 minutes du château Frontenac toujours, parce que ça c'est comme notre tour Eiffel, là, je crois que tout le monde sait où c'est. Encore en voiture, je vous invite à aller aux chutes Montmorency. Alors ici, j'ai l'air d'être très, très près parce qu'il y a une gondole qui nous permet d'y accéder. C'est une belle vue. Alors là, je suis à l'intérieur de cette gondole. La chute Montmorency est plus haute que la chute du Niagara. Et vous voyez ici, à côté de papa, il y a un pont. Et on peut vraiment la traverser à pied et c'est solide, même avec un papa qui était un peu plus âgé à cette époque-là. L'été, on peut même faire j'ai envie d'appeler ça de l'alpinisme, là, j'exagère, mais c'est vraiment de la randonnée de montagne où on va escalader tout ça bien joliment. Le parc de la vallée de la Jacques-Cartier, ça c'est un autre, je dirais, 50 minutes au nord du château Frontenac en voiture. Et là, c'est une vallée qui est absolument magnifique. Vous voyez ici, là, il y a des gens qui font du ski, ça pourrait être de la raquette, c'est vraiment très, très joli. Moi, je me rappelle avoir fait du kayak avec Nathalie en préparation pour ceci. J'ai regardé tellement d'albums, je n'ai pas eu le temps de mettre tout ce que je voulais inclure, mais je vous invite à y aller. C'est beau chez nous, il faut aller dehors. On apprécie les beautés du plein air. Vraiment, au Québec, c'est un grand amour que d'aller jouer dehors. Je sais que vous auriez tous voulu être à Trois-Rivières et quand vous irez, allez-y juste un petit peu plus tôt parce qu'il y a ce festivois. Alors, j'y suis ici. Qu'est-ce qui se passe pour Festivois? Ben, c'est un mini festival d'été. Alors, au lieu d'accueillir jusqu'à 100 000 personnes, on accueillit jusqu'à 11 000. Alors, c'est vraiment plus petit, mais c'est de grande qualité. L'acoustique est bon, etc. Alors là, je vous montre une belle maison, ça chez mon frère à Trois-Rivières. C'est bien d'y être. L'été aussi, on aime ces activités plein air. Et puis, ben, c'est au moment où il y a la fête du Canada. C'est juste une semaine avant, on a eu la Saint-Jean. Et puis là, il y a tous ces festivals les uns après les autres. L'été, c'est super. Si vous y allez pendant l'hiver, ça vaut la peine d'aller à Montréal voir un match du Canadien de Montréal. Je sais que c'est étonnant qu'une fille de Québec vous encourage à aller dire « Go, Habs, go » ou « Allez le Canadien », mais c'est quand même l'équipe pour laquelle on peut comment dirais-je, la supporter actuellement. Moi, j'ai un petit cadeau pour vous. J'ai très peu de temps pour vous le présenter. C'est un bijou de cadeau. Alors, ça fait des années que je le peaufine. Alors, ce que je vous partage, d'abord, j'espérais vous donner un IPA sur Québec. J'ai fait comme vous l'atelier avec Jane là, il y a quelques semaines. Et puis, je ne veux pas le présenter maintenant. Je veux vraiment l'améliorer. Alors, je vais attendre. Mais ce que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est un document avec 50 verbes. Et les étudiants doivent déterminer est-ce qu'ils sont au passé composé ou à l'imparfait, tout en apprenant les événements importants de la vie de Céline Dion, qui est quand même la chanteuse francophone qui a le plus vendu au monde et qui est, elle aussi, de tous, de chez nous. Alors, Céline Dion est née près de Montréal, au Canada. Quand elle était petite, elle chantait avec ses parents. Alors ça, je vais vous le partager. C'est vraiment bien fait. Je veux vous amener ici au Stade olympique. Moi, j'y étais ce jour-là. Et elle a chanté dans le cadre de l'année internationale de la jeunesse devant le pape. Je n'ai malheureusement pas pris le temps de lire les messages qui sont dans le chat. Moi, je veux bien poursuivre, mais je comprends qu'il est 20 heures. Est-ce que je peux le faire, Jane? Bon, peut-être quelques minutes de plus, là. Les gens, on a perdu 9 ou 10 personnes, mais il reste toujours 40. OK. Alors ici, je vous présente son envol international, ce qu'elle a fait avec l'Eurovision, La Belle et la Bête, etc. Et puis, il y a des entretiens où elle parle très bien et c'est bien de présenter aux étudiants quelqu'un qui connaisse, qui a une carrière assez importante et qui aussi a de beaux messages.
Alors, je vais vous laisser ça là. J'ai des images d'un peu partout. J'ai été bien inspirée par son site à elle, Céline Dion. Et ce que je voudrais faire, c'est m'assurer de laisser la parole à mes co-présentatrices ici afin de répondre à toutes les questions et prendre le temps de remercier les gens qui sont là. Moi, j'ai vu qu'il y avait même la Grèce qui nous disait qui nous donnait le bonjour. Alors, moi, je le fais du Texas. Ça me fait vraiment très chaud au cœur de faire ça. Je vous remercie pour tout l'intérêt que vous portez à cette belle région qui m'est si chère. Alors, moi, j'ai dit tout ce que je voulais et je vais donner la parole à mes collègues ici. Donc, je remercie tout le monde, surtout Andréane et Catherine, d'avoir présenté et vous tous d'être présents. On va afficher les différents documents pour que vous ayez accès et je vais afficher le chat aussi parce que beaucoup de personnes ont mis des liens. Et je crois qu'on a répondu à presque toutes les questions. Les gens cherchaient les liens aux diverses vidéos. Et donc, on a répondu à toutes ces questions. Donc, merci tout le monde. Bonne fin de soirée et à la prochaine. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, mes amis. Merci beaucoup. C'était une présentation. Merci, au revoir.